Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, et vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va parler du jeu Tour de France 2025, mais on va faire un peu le bilan de ce jeu. Alors vous le savez, hein, le jeu est sorti au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises, donc ça va faire un peu plus de 4 mois qu'il est sorti. Il y a eu quelques mises à jour, et on sait qu'aujourd'hui le jeu est à peu près, on va dire en gros c'est à peu près le jeu final, il n'y aura pas forcément je pense plus de mises à jour que ça. Donc je trouvais ça intéressant de pouvoir revenir un peu point par point sur les choses qui sont plus positives, les choses qui sont à améliorer ou négatives, et aussi les choses qui pourraient être améliorées hors gameplay. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez une liste ou si que vous avez des choses en tête que vous aimeriez voir évoluer dans ce jeu, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et nous on va démarrer directement avec les points positifs. Parce que c'est quand même important de pouvoir aussi rendre hommage aux développeurs quand ils font du bon travail. On sait que pendant plusieurs années, on a eu la critique facile, à juste titre, hein, je précise, sur plusieurs phases du jeu. Et aujourd'hui, on peut quand même aussi rendre hommage justement aux évolutions qui ont été faites, notamment en termes de graphisme. Alors on sait que ça a été l'argument principal de ce nouvel opus, mais force est de constater que, alors oui, on n'est pas encore sur les jeux de F1, de foot ou de basket qui peuvent déjà exister, mais on a quand même fait un grand pas en avant. Parce que quand on voit même le jeu de 2024 et de 2023 et qu'on voit le jeu de 2025, on peut pas non plus nier qu'il y a vraiment une vraie différence en termes de graphisme. Le jeu est plus beau, les décors, l'arrière-plan est quand même plus sympa, les coureurs, les maillots, les vélos ont l'air plus réels, donc c'est quand même plus sympa quand même à jouer. Alors bien évidemment, c'est encore loin d'être un jeu parfait, mais il faut quand même le préciser que justement les graphismes, le taf qui a été fait dessus est très bon. On espère que ça va pas s'arrêter là, qu'il y aura de l'évolution dans les prochaines années pour justement rattraper ainsi un peu le retard que le jeu a sur comme je disais, sur les autres jeux de sport. Mais en tout cas, c'est déjà un premier point qu'il fallait aborder parce que c'est le plus évident, mais il faut le dire. Même si c'est le plus évident, il faut en parler. Pareil dans les points positifs, alors plus sur les graphismes, mais je voulais quand même revenir aussi un petit peu sur le jeu en lui-même, notamment par exemple les défis qui sont dans le jeu, notamment les descentes, le petit mode multijoueur. On voit que ce sont des tests qui permettent aussi un petit peu de rallonger la durée de vie du jeu, et je trouve que par exemple les défis descentes, comme ça revient de manière régulière avec des nouvelles descentes, avec des nouveaux défis, etc., c'est quand même sympa. Je suis pas le plus grand fan de ce mode de jeu, loin de là. Je suis plutôt du style à faire des my tours, des carrières, etc. Mais en tout cas, mais je trouve que c'est quand même sympa. C'est-à-dire que des fois, t'as envie de t'amuser avec quelqu'un, il suffit t'as pas forcément besoin de beaucoup pour t'amuser. C'est-à-dire que à partir du moment où tu sais comment accélérer, freiner et tourner, tout le monde peut y jouer, et je trouve ça plutôt sympa. Donc non, franchement, c'est toujours un plus. C'est loin d'être la chose la plus intéressante du jeu, mais je trouve que ça a quand même son intérêt. Donc c'est bien que ça puisse continuer, et j'espère qu'en tout cas ça plaît aux gens parce que ils sont assez réactifs là-dessus. Voilà, d'ailleurs, en termes de longévité, le jeu, c'est un énorme point d'amélioration sur lequel il a bossé, notamment avec le nombre d'étapes et le nombre de variantes TDF qu'on peut voir sur les Pro Leader et Pro Team. En règle générale, vous le saviez, alors peut-être que je me trompe, hein, mais vous me direz dans les commentaires, mais par exemple pour les variantes Tour de France, quand on est en Pro Team ou en Pro Leader, de mémoire il y en a 3 maintenant. Avant il n'y en avait plus que 2. Il n'y en avait que 2, maintenant il y en a 3, et ça on va pas se mentir que c'est quand même très cool, parce que ça permet de vraiment avoir de vrais modifs, de pas avoir l'impression de faire le même Tour de France, et ça c'est quand même assez agréable. Et pareil, comme je disais, en termes de nombre d'étapes, on voit qu'il y a plus de possibilités. Alors ça paraît tout bête, mais le fait de pouvoir avoir différents styles d'étapes, qu'elles soient en montagne, en vallon, en sprint, en fait ça permet de pouvoir s'amuser beaucoup plus. Je le vois notamment sur les my tours que j'ai pu faire sur la chaîne, mais aussi en privé, il y a la possibilité de faire pas mal de choses. Donc franchement, j'espère qu'ils vont continuer dans ce sens-là, parce que justement ça donne une longévité encore plus grande au jeu. Et là par exemple, comme je disais, là on est au mois de septembre, et je suis encore en train de tourner des vidéos dessus, j'ai encore envie d'y jouer.
alors qu'on sait très bien que la plupart des gens, qu'ils soient streamers, youtubeurs ou même juste simples acheteurs du jeu, quand t'arrivais au mois d'août, t'avais plus forcément envie d'y jouer. Donc franchement, très bon point d'amélioration aussi. Et le dernier point positif que je voulais aborder était la réactivité des équipes pour des mises à jour, ou les modifications lorsqu'il y avait des bugs. On l'a vu cette année, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même d'ailleurs juste au niveau du jeu, on l'a vu, Cyanide était très réactif. Moi j'ai pu même en faire j'ai pu moi-même le constater en faisant justement une demande sur Twitter parce que j'avais un souci d'affichage et j'ai eu un souci aussi au niveau de je sais plus quel truc précis. Oui, si, j'avais le jeu qui des fois se coupait tout seul en plein milieu d'une game, donc c'était un petit peu ennuyant. Et en fait j'ai vu que déjà sur les réseaux ils sont très réactifs. Et j'ai vu que en termes de mise à jour, alors plus sur PC que sur console, parce que sur console, je sais qu'ils doivent attendre les validations de Microsoft et de PlayStation pour pouvoir mettre les mises à jour. Mais en tout cas, il y a vraiment une volonté d'améliorer le jeu au fur et à mesure. Alors bien évidemment, beaucoup de gens diront que normalement un jeu quand il sort, il doit être fini. Mais on n'est plus à cette époque-là où on sait que les jeux sortent en règle générale, il reste des bugs, il reste des choses à faire, pardon. Donc franchement, je trouve que c'est quand même un point positif. Il y a eu beaucoup de mises à jour, il y a eu beaucoup de réactivité de leur part, et ça, c'est à mettre à leur crédit. On va maintenant passer aux points négatifs ou aux points améliorés. Alors, je vais les faire un peu pêle-mêle parce que j'en ai quelques-uns. Je vais pas forcément les faire de celui qui est le moins important au plus important. On va juste les faire pêle-mêle et puis comme ça, au moins, ça vous permettra de voir à peu près les choses que j'ai pu noter. Le premier point que j'avais noté, c'était le transfert manuel dans les éditeurs, mais aussi les transferts IA dans les carrières. Je m'explique. Transfert manuel dans les éditeurs, pour moi, ça me paraît important, ça me paraît nécessaire sur les prochains opus, même le prochain opus. Pourquoi ? Parce que dans tous les autres jeux de sport, hormis peut-être je pense les jeux de F1, où je crois qu'on ne peut pas faire de transfert dans les menus, mais dans tous les autres jeux de sport, FIFA, NBA 2K, même les jeux de rugby, etc., on peut normalement transférer les joueurs. Pourquoi c'est important ? Parce que quand on arrive en 2026, en janvier, février, de pouvoir potentiellement transférer les coureurs dans leurs équipes qu'ils ont rejoint en 2026. Je prends l'exemple là de 2026, mais c'est important parce que ça nous permet de pouvoir aussi allonger la durée de vie du jeu. Pour moi, c'est vraiment un élément nécessaire et je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas le faire. Quand on voit qu'on peut modifier le nom des coureurs, les notes, je me dis pourquoi on peut pas, et même on peut même modifier le nom des équipes, alors pourquoi on ne pourrait pas modifier les équipes en elles-mêmes, pouvoir faire des transferts. Quand je vois par exemple l'année prochaine, quand on va arriver en 2026, Remco sera chez Red Bull Bora, c'est un petit peu embêtant, on va pas se mentir de pas pouvoir jouer avec Remco en attendant bien évidemment le jeu 2026. Et on le voit bien avec les autres jeux de sport, c'est pas parce qu'on peut faire des transferts manuels que les autres jeux se vendent moins. En règle générale, s'ils se vendent moins, c'est parce qu'ils sont moins bons en tant que jeu, mais c'est pas parce qu'on peut faire des transferts dans les jeux. Je le vois notamment, je prends mon exemple, qui est beaucoup joué au jeu NBA 2K sur PlayStation. Il y a des mises à jour qui sont faites régulièrement, mais on peut aussi modifier on peut modifier les notes, on peut modifier l'endroit où sont les coureurs, les joueurs. Et ça n'empêche pas pourtant les fans de racheter le jeu l'année suivante. Donc pour moi c'est un faux problème et c'est quelque chose pour moi qui doit être fait. Parce que ça permettra aussi de pouvoir s'amuser un petit peu, c'est-à-dire que si justement quelqu'un qui est pas forcément spécialiste du vélo mais qu'il a envie de se faire il a envie de se faire un Tour de France avec Pogacar et Vingegaard dans la même équipe, pourquoi pas finalement, pourquoi pas. C'est des choses qui pour moi peuvent être pour être améliorées et qui sont des choses qui sont assez faciles à faire. Pareil pour les transferts IA dans les carrières. Quand on voit que justement, si on arrive dans les menus entre deux saisons, je trouve ça quand même important de pouvoir, certes nous, recruter des coureurs, qu'on soit avec une équipe créée ou avec une équipe qui existe déjà, mais je trouverais ça trop bien de pouvoir aussi créer, mais je trouverais ça aussi trop important
de pouvoir me retrouver dans une situation où en fait on apprend que, je sais pas, Isaac Del Toro est transféré chez la Astana, ou que je sais pas, on va dire que Jonathan Milan est transféré chez la Visma. Alors c'est des exemples comme ça que je donne au pif, mais dans le sens où, pour moi, dans des carrières, en fait, ça permettrait aussi de pouvoir allonger la durée de vie des carrières, parce que certes, au bout d'un moment, c'est pas éternel, mais pareil, encore une fois, faut prendre aussi encore l'exemple des autres jeux. Quand on fait un mode carrière, que ce soit un mode joueur, donc un mode solo, ou un mode équipe, peu importe en fait le mode, il y a des transferts qui sont faits. Alors oui, je comprends que normalement c'est censé être les équipes officielles de 2025, Tour de France 2025, etc. etc. Mais ça n'empêche pas que justement sur NBA 2K25, c'est justement aussi ça qui était intéressant, c'est que on a les équipes officielles, mais quand tu fais un mode carrière, que ce soit en mode manager ou en mode joueur, tu peux avoir des transferts qui sont faits à droite à gauche. Et c'est ce qui permet au jeu aussi d'être plus intéressant et d'être plus aléatoire, et donc d'avoir plus de longévité. En parlant du Pro Team et du Pro Leader, ça serait bien justement qu'en mode Pro Leader, on ne puisse uniquement jouer les courses avec son coureur, et qu'on n'ait pas la possibilité en fait de jouer les autres courses auxquelles on ne participe pas, enfin auxquelles on ne veut pas participer, et en fait surtout qu'on puisse justement sélectionner des courses auxquelles on ne veut pas participer. Je m'explique. Quand on est sur un Pro Leader et qu'on arrive au moment où on a tout débloqué, vous le savez, on ne peut pas ne pas participer à une course. Même que ce soit les grandes, les petites, on ne peut pas y participer. Et je trouve ça un peu dommage, parce que autant quand on est au tout début, oui, bien évidemment que les courses de 3 à 4 jours, elles sont intéressantes parce qu'on a que ça à jouer. Mais quand on a des notes, on a 82, 83 de général, quel est l'intérêt d'aller sur le Tour de Provence, d'aller sur les circuits Grand Est, ou aller sur l'Open Tour? Rien, parce que malheureusement le coureur le plus fort il est à 77 montagnes, et toi t'es à 83 montagnes, voire même 85. On va dire que très rapidement tu t'ennuies, très rapidement c'est moins marrant. Donc ce serait quelque chose que j'aimerais voir débarquer sur les prochains jeux, parce que ça permettrait aussi de pouvoir un peu plus s'amuser. C'est-à-dire plutôt que de simuler, de dire en fait je simule parce que en fait mon coureur ne participe pas. Et inversement, je trouve que ça pourrait être intéressant aussi de se dire, en fait même quand tu fais un pro leader dans une équipe qui est déjà créée, si tu le fais par exemple sur un World Tour, pourquoi en fait tu vas directement courir un Tour de France? Alors qu'en soi, quand t'es dans une équipe, alors certes quand t'es dans une petite équipe ça peut être plus logique, mais quand t'es dans une grosse World Tour, c'est moins, je vois moins l'intérêt en fait de dire, en fait t'es obligé de participer au Tour de France. T'as 55 de montagne, t'as 65 d'endurance. En fait à quel moment c'est intéressant de pouvoir faire le Tour de France? Autant de pas y participer, qu'il soit simulé, et que tu puisses revenir potentiellement la saison suivante ou dans 2 ans et participer à ton premier Tour de France. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose que j'aimerais voir, parce que pareil, en termes d'immersion, c'est quand même aussi plus sympa. En parlant du Pro Leader, j'aimerais bien aussi voir une évolution du système de création et de développement de son coureur quand on fait un Pro Leader. Parce qu'aujourd'hui, je le trouve trop répétitif, et les notes qu'on obtient quand on arrive à la fin du Pro Leader sont beaucoup trop hautes. Je reviens sur le premier point, donc sur le fait d'évoluer le système de création. J'ai pas forcément d'idée particulière, mais je pense notamment par exemple sur un système de points, comme on peut le voir notamment sur NBA 2K, ou alors garder le système d'objectifs, comme ça peut exister notamment sur FIFA, mais en fait que ça nous permette en fait d'évoluer au fur et à mesure, et surtout d'éviter d'avoir des notes extrêmes dans certains domaines. Dans le sens où quand on prend un coureur, on va choisir un type montagne, 85 montagnes, 84 moyenne montagne, pour moi c'est beaucoup trop. Quand on voit que par exemple Pogačar, qui est littéralement le coureur ultime cette saison et l'année dernière, quand on voit que lui il a 83 montagnes, 83 endurance, 82 pavés, en fait je me dis, pour moi on devrait à la limite être un point au-dessus de Pogačar. Voilà, pour moi en fait il faudrait se dire qui est le meilleur sprinter, et on peut avoir à la limite la même note, ou alors un point au-dessus. Pourquoi ? Parce que en fait, je pense que tous les gens qui ont joué au jeu un minimum savent de quoi je parle. Quand on est par exemple avec un coureur polyvalent, qu'on a 85 pavés, 85 endurance, etc., et quand on arrive sur Paris-Roubaix ou le Tour des Flandres peut-être un peu moins, mais Paris-Roubaix, moi je le vois énormément, et surtout sur les courses pavées en général, en fait,
il n'y a pas vraiment en fait à se prendre la tête, il suffit juste d'y aller à fond, de mettre une grosse attaque sur un gros secteur pavé, et plus personne te revoit. Et alors oui, je suis d'accord que ça peut exister, mais pour moi, il faut quand même mettre un petit peu dosé, pour qu'en fait le jeu ait aussi un minimum ait toujours un petit peu de difficulté. Parce que oui, quand t'es censé être le meilleur coureur du monde, c'est censé être le plus facile, comme quand t'as la meilleure voiture du monde, comme quand t'es dans la meilleure équipe du monde. Mais il faut aussi un minimum d'adversité. Pareil quand on est sur un Tour de France où tu es le meilleur coureur montagne, en fait, très rapidement, en fait, tes étapes de montagne sont beaucoup moins intéressantes. Il suffit juste en fait de monter au train, d'accélérer un moment, plus personne te revoit. Tout simplement. Donc j'espère qu'il y aura de l'amélioration là-dessus. Comme je le dis, il y a deux possibilités, soit de rester sur ce qu'il faisait déjà de base, qui ressemble un peu à FIFA, mais de l'optimiser pour que ce soit aussi moins facile d'obtenir les points, que le jeu puisse durer aussi un peu plus longtemps, ou alors de faire comme j'ai dit, de faire un nouveau système qui ressemblerait plus à comme NBA 2K, c'est-à-dire d'avoir des points qu'on récolte notamment en participant à des courses, en remportant des trophées, etc., qui nous permettent justement de pouvoir améliorer son coureur au fur et à mesure. Alors là maintenant on va parler un petit peu plus, on va dire, du jeu vraiment en lui-même, avec notamment plusieurs axes d'amélioration et de choses à retravailler, notamment par exemple l'ajout des crevaisons. Alors c'est tout bête, mais pour moi c'est exactement comme les chutes avec abandon ou les maladies. Pour moi ça doit être une option dans le jeu où en fait par exemple on peut avoir des crevaisons. Pourquoi ? Parce qu'en fait pareil, en termes d'immersion, on le voit, pourquoi il y est sur PCM et ça ne l'est pas sur le jeu Tour de France. Pour moi, ça doit faire partie du jeu, c'est comme n'importe quel jeu de sport, ça doit respecter un petit peu la logique du sport. On voit bien les crevaisons, ça arrive quasiment sur toutes les courses. Donc pourquoi ça ne serait pas dans le jeu, dans le jeu Tour de France. Donc pour moi ça doit être un ajout, alors encore une fois pareil, en option, pas forcément obligé de le mettre en quelque chose d'obligatoire, mais moi je trouve que ça pourrait rajouter un truc, surtout quand on fait Paris-Roubaix ou Tour des Flandres ou quand on fait le retour. En plus on sait qu'il y a une ou deux étapes de chemin blanc dans le jeu. C'est quand même sympa de pouvoir se dire qu'il peut y avoir des crevaisons de temps en temps. Et pareil, faire comme dans PCM, de pouvoir faire des crevaisons qui sont plus ou moins longues, des dépannages qui sont plus ou moins longs. Pas besoin de nous faire un truc où le coureur se fait remplacer son vélo, etc. Juste, on l'arrête, il repart au bout de quelques secondes, et puis voilà. Mais ça permet de pouvoir avoir un côté plus immersif. D'ailleurs, concernant un petit peu aussi le côté immersif, il faudrait aussi améliorer l'IA dans les descentes et les virages. Alors je sais que ça a été un petit peu corrigé cette année avec justement certaines mises à jour, mais c'est encore trop souvent, on se retrouve encore trop souvent bloqué quand on est notamment dans les virages. Quand on arrive dans un virage et que tout le monde se jette dans le virage et que l'on se retrouve bloqué, ça c'est frustrant. Au moins l'axe d'amélioration c'est que maintenant ils nous envoient plus dans le décor, on se retrouve pas à mettre pied à terre. Mais c'est quasiment tout comme, donc c'est un petit peu chiant. Pareil pour ce qui va être les descentes, comme je disais en fait par exemple les virages, la prise de virage et surtout la vitesse en descente des IA, c'est pas normal. Ils sont au sprint dans les virages, dans les descentes. Quand il y a des virages dans les descentes, ils peuvent à moitié les couper, ils rebondissent sur les murs, donc tu peux pas vraiment les suivre, parce que si tu suis leur trajectoire, toi tu mets pied à terre, voire même tu chutes. Et c'est pas, du coup, en fait, en termes d'équité, c'est pas normal. Pareil, des fois dans les montées, quand eux, ils arrivent en fait avec de l'élan, et en fait que tous te dépassent, alors que t'as le même élan qu'eux, et que tu te retrouves après bloqué en plein milieu du peloton avec tous ceux qui sont en fringale, ou alors ceux simplement qui n'ont plus de gel rouge, on va dire que oui, ça peut, on va dire, on peut comprendre, mais très rapidement, ça peut être énervant. Surtout quand on fait des courses où on a un peu d'intérêt, où on s'amuse un peu dessus, on va dire que ça nous coupe là-dedans. Donc il faudrait vraiment améliorer l'IA dans les descentes et dans les virages, et donc du coup aussi en fait et j'irais même un peu plus loin en disant qu'il faudrait qu'il y ait plus de chutes des IA selon les trajectoires qu'ils prennent. Et dans les derniers axes à améliorer, alors je vais aller assez vite, mais en gros j'avais mis notamment par exemple retravailler les cassures dans les descentes lorsqu'on simule. Alors tout simplement, alors je sais pas si vous avez ce problème là, mais en règle générale quand on simule et qu'on se retrouve dans une descente où il y a quelques virages, il suffit que, peu importe, alors moins dans le peloton, mais c'est plus quand on est en échappée, il suffit qu'on ait une échappée de 10, et même entre eux, même peu importe, même si on peut être 2, même si t'as une note de descente qui est correcte ou bonne, ça peut arriver à une fois sur 4, sur 5,
que malheureusement en fait ton coureur se fasse distancer sans aucune raison alors qu'il est dans les roues. En fait ça pareil, il faut l'améliorer parce que malheureusement des fois, on va pas se mentir, on est très peu à faire la course du kilomètre 0 à l'arrivée sans simuler. Quand des fois on se retrouve à se faire distancer et que en plus derrière le coureur attend le peloton au lieu d'essayer de rattraper justement l'échappée, c'est super frustrant. Tu galères à prendre l'échappée, tout se passe très bien, tu passes en tête du col, tu simules dans la descente ou alors tu simules jusqu'au prochain col et en fait 2 km de descente sur 10 en fait t'es déjà distancé. Ouais, c'est très frustrant et je peux vous dire que j'ai pas mal ragé sur ce genre de problème. Il faudrait aussi retravailler les relais, le système de relais pour les équipiers. Malheureusement, il y a eu trop de bugs et cause des soucis, en fait, surtout dans les fins de course. En fait, quand je disais, c'est notamment les relais, surtout entre 80 et 110. Quand on voit que, notamment des fois, par exemple, quand on se rapproche, en fait, notre coureur veut nous laisser passer, ou justement ne veut pas prendre le relais, c'est un petit peu frustrant alors qu'on est justement à 0, on est en train de se relever. Personne prend le relais, tout le monde reste dans notre roue, ou alors justement qu'on puisse avoir des relais qui sont mis en 80-90 et qu'en fait c'est un peu la bataille entre ses propres coureurs pour essayer de prendre le lead et qu'en fait du coup ça n'avance pas. Un petit peu frustrant. Le bug je le vois quand même un petit peu moins souvent, mais le bug le plus relou c'est quand on est en relais et qu'on essaie de laisser passer quelqu'un que ce soit dans le peloton, dans l'échappée, qui reste bloqué dans notre roue alors qu'on change complètement de vitesse. Un petit peu frustrant. Et les deux derniers points que je voulais aborder, c'était améliorer les trains de sprint. Alors, clairement, ça a été amélioré avec le temps. Clairement, entre il y a 3-4 ans et maintenant, on voit une réelle évolution. Et la dernière chose que je voulais aborder dans les points à améliorer, ou les points négatifs, en tout cas sur le gameplay en lui-même, ça serait aussi de pouvoir, lorsqu'on prend une échappée, qu'on est avec une quinzaine de coureurs à l'avant, je comprends le principe que certaines équipes qui ne sont pas représentées à l'avant roulent pour essayer de mettre quelqu'un à l'avant. Mais est-ce que c'est obligé de mettre les mecs à rouler à 100% en 100 ou relais 110, quitte en plus à sacrifier leurs équipiers pour revenir sur la tête de course, au lieu de revenir à, entre 30 secondes et une minute, pour qu'en fait justement l'un de leurs coureurs puisse attaquer. Surtout qu'en plus en règle générale quand ils font ça, ils sont 2-3 équipes, donc ce qui fait qu'il y a entre 2 et 4 coureurs, voire même un peu plus, qui peuvent des fois essayer de faire une contre-attaque. En fait, ce serait beaucoup plus logique. Parce que franchement, honnêtement, se retrouver dans une équipe ou se retrouver en échappée, t'as réussi à prendre l'échappée, vous êtes 10-15, c'est un beau groupe, et qu'en fait t'arrives pas à prendre le large, t'arrives pas à dépasser les 2 minutes, parce qu'en fait t'as en plus des équipes basses, c'est-à-dire que encore ce serait la UAE et la Visma qui rouleraient parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de monde à l'avant, ce serait plus logique. Mais bon, quand des fois je fais des carrières et qu'on se retrouve avec par exemple, je sais pas, la Ken Pharma, la Arkea, ou des équipes comme ça qui sont en train de rouler, même la Cofidis qui roule à fond, qui sont prêts à sacrifier 2 coureurs littéralement, parce que si jamais c'est une étape de montagne, en règle générale ceux qui roulent en début d'étape, ils passent pas les délais. Pourquoi rouler en fait à fond et revenir sur l'échappée alors que quand t'es entre 30 secondes et une minute, il te suffit juste d'attaquer et tu pourras en fait rattraper l'échappée. Donc ça c'est pareil, ce serait une chose à améliorer pareil pour éviter, pour que ce soit un peu moins frustrant. Et dans le même cadre, les montées à pareil, c'est comme pour les descentes, les montées à 110 quand on fait un col du Tourmalet à 110 tout le long, ça n'arrive pas, voilà. En plus qu'un seul coureur fasse la montée à 110 et qui met tout le monde en danseuse derrière alors que c'est même pas un sprinter, c'est même pas un grimpeur ou un puncher, j'ai du mal à comprendre. J'ai un peu de mal à comprendre, donc pareil. Ça fait partie des choses qu'il va falloir améliorer pour que justement ça puisse être un petit peu plus agréable à jouer. Alors, encore une fois, voilà, ce sont des petits détails, mais c'est des choses qui pourraient être, je pense, être facilement améliorées et qui pourraient nous permettre d'avoir un meilleur jeu. Et le dernier chapitre de cette vidéo, ça va être les points à améliorer qui sont hors gameplay. Alors j'ai pris quelques petits points comme ça. J'ai notamment par exemple pensé à la modélisation des visages des coureurs les plus connus. Alors moi j'avais mis de base même modéliser les visages des coureurs, mais j'entends que c'est pas possible de pouvoir modéliser tous les coureurs. Mais comment on va me faire croire qu'en 2025 on n'a pas encore le visage de Pogačar, de Wout van Aert, de Vingegaard, de Jonathan Milan, de Mats Pedersen, de Van Der Poel, de Roglic, de Evenepoel, enfin bref, des coureurs les plus connus, les têtes d'affiche du cyclisme actuel, devraient avoir leur visage sur le jeu. Voilà. Alors je sais qu'en plus on les verrait pas souvent parce que les mecs sont avec des casques, des lunettes.
Mais quand on monte sur un podium et qu'on voit qu'en fait, victoire de Binyam Girmay, en fait c'est juste le coureur, c'est juste le coureur de base avec la peau noire. C'est un petit peu frustrant quoi. Pareil, quand on a des coupes de cheveux, etc., et que quand on monte sur un podium, en fait c'est exactement le même coureur, qu'on a en plus exactement les mêmes dames qui datent de 2005, qui nous font la bise. On souffle un peu quoi. Donc vivement la modélisation des visages. Dans un premier temps, comme j'ai dit, de le faire sur, 10, 20 coureurs, mais ça nous permettrait au moins d'avoir un petit peu plus, de sentir que c'est quand même un peu plus un jeu de 2025 et pas un jeu de 2010, quoi. Donc on espère voir ça, et je reviens en même temps sur le point que j'abordais en même temps, le renouveler les podiums de fin de course. Que ce soit au niveau des commentaires ou au niveau de la gestuelle, c'est un petit peu emmerdant d'avoir exactement les mêmes podiums. Alors je sais qu'en soi, en cyclisme, les podiums changent pas non plus énormément, mais on peut faire quand même un minimum d'effort. Un peu de changement, s'il vous plaît, un peu de changement là-dessus, ça permettrait pareil en termes d'immersion et même simplement de plaisir personnel, ce serait quand même plus sympa. Pareil, si on pouvait renouveler les commentaires, alors pas les commentaires vraiment pendant la course, parce que ça, forcément, il y a de l'évolution qui est faite sur les nouveaux coureurs, selon les courses qu'ils ont remportées, selon leur évolution de carrière, donc ça là-dessus, pas trop de soucis, mais c'est plutôt pareil sur les podiums. Changer un peu déjà l'intonation, essayer aussi de ne pas vous tromper sur la prononciation des noms, et de pouvoir avoir aussi plus de noms qui sont dits, et d'éviter d'avoir toujours les mêmes commentaires. Il va mettre ce truc dans sa salle des trophées, machin, c'est un moment qu'il ne devrait pas oublier, oui on le sait. Mais voilà, il faut un petit peu de changement. On peut garder ces commentaires-là à la limite, mais pouvoir en ajouter d'autres, histoire en plus d'avoir un petit peu de changement et qu'on soit pas en train de passer les podiums en spam en croix. Et d'ailleurs aussi en ajouter aussi au championnat du monde et au classique, parce que quand on remporte son premier Paris-Roubaix, ou alors son premier Liège-Bastogne-Liège, et qu'il n'y a pas de commentaire quand on arrive dans le menu, alors que quand on remporte une étape, n'importe quelle étape, on a votre score, notre chance de victoire était quasi nulle, c'est vraiment exceptionnel. Pourquoi on n'a pas ça quand on est sur Paris-Roubaix, quoi? Genre, bravo, t'as remporté l'Enfer du Nord, ce serait un truc qui serait juste pareil, des petits détails, mais qui nous permettrait de quand même d'apprécier un peu plus le jeu. Et les deux derniers points de cette vidéo que je voulais aborder, ce serait notamment le fait d'ajouter les championnats d'Europe et le contre-la-montre, le championnat du monde de contre-la-montre. Pourquoi ? Pareil, en fait, c'est, vu le nombre de maillots qui a été ajouté, les maillots de champions nationaux, etc., pourquoi ne pas ajouter une course qui serait les championnats d'Europe, dans le même système que le championnat du monde, d'ailleurs. C'est en fait la course change, ça peut être une étape de sprint, une étape de vallon, une étape de montagne. D'ailleurs, si ça pouvait être ajouté les étapes un peu style chemin blanc, pavé, ou plutôt pavé du coup, mais des étapes pavées comme on a pu avoir sur quelques années, ça pourrait être pas mal aussi d'ailleurs dans les championnats du monde et championnats d'Europe, parce que ça arrive que ça soit le cas. Donc moi je serais d'avis à ce que ça puisse voir le jour. Donc et puis pareil, en fait ça rajouterait une petite course qu'on peut simuler comme les championnats du monde, pas forcément obligé d'y participer. Mais ça nous permettrait d'avoir un nouveau champion d'Europe tous les ans, quand on fait par exemple un mode Pro Team ou un mode Pro Leader. Je demande pas encore à avoir les championnats nationaux, je me doute que c'est trop compliqué, et en plus il n'y a pas forcément tous les coureurs, enfin assez de coureurs pour pouvoir faire toutes les nationalités, mais championnat d'Europe, championnat du monde, ça me paraît pas de trop. Et en plus, s'il y avait la possibilité, comme j'ai dit, de pouvoir faire le contre-la-montre des championnats du monde, ce serait pareil. Si on pouvait avoir en plus des différents profils, ce serait trop intéressant de voir un Ghana contre Evenepoel contre Pogačar, hormis sur le Tour de France, malheureusement on n'a pas trop l'occasion de les voir vraiment se battre dans des contre-la-montre. Donc non, en vrai, franchement, ça serait intéressant de pouvoir avoir contre-la-montre et championnat d'Europe. Et le dernier point abordé, alors c'est pareil, encore une fois, c'est pas le plus important, mais je me dis que ça pourrait être quelque chose d'intéressant, ce serait avoir des équipes de légende. Parce que pour l'instant, on a des coureurs de légende qui sont pas en plus, qui ne sont pas, où ils ont pas les licences, etc., dans l'équipe, dans l'équipe légende, justement. Mais pourquoi ne pas avoir des équipes de légende ? J'ai pris des exemples comme ça. Encore une fois, je suis pas le plus expert, donc n'hésitez pas à me donner d'autres équipes, mais je pensais notamment à la Sky de 2012, la Trek de 2011, la Columbia HTC de 2009, la Astana 2000 de 2007 ou de 2008, même la UAE là, de 2024, où ils étaient littéralement imprenables. Enfin, différentes... et même des équipes même plus anciennes, les équipes d'Eddy Merckx, les équipes de Laurent Fignon...
alors pas les équipes d'Armstrong pour des raisons évidentes, mais d'avoir des équipes en tout cas où il n'y a pas trop non plus, où ce serait pas non plus la glorification du dopage, quoi, mais d'avoir des équipes où ce serait quand même intéressant d'avoir, alors je demande pas, pareil, encore une fois, d'avoir les équipes officielles, hein. Je me doute que ce serait compliqué d'accepter le fait d'avoir la Sky 2012, mais franchement, de pouvoir par exemple prendre une équipe, faire un Tour de France avec la Sky de 2012 contre les équipes actuellement, ce serait grave intéressant de pouvoir voir ça, de pouvoir se battre, de pouvoir affronter les meilleurs sprinters actuels avec la Columbia HTC, avec Greipel et Cavendish. Enfin, moi, en tout cas, ce serait vraiment un truc qui me plairait. Et puis même pareil, de pouvoir se dire, bah tu mets, je sais pas, entre 10, par exemple, tu mets 10 équipes de légende, mais attends, mais de pouvoir faire un My Tour ou un Tour de France avec uniquement des équipes de légende, ce serait trop bien, ce serait vraiment trop bien. Donc pareil. Est-ce que c'est compliqué à mettre en place? Comme je le disais, pas oublier d'avoir le nom des équipes officielles, hein, mettre la Ski de 2012, la Track de 2011, la Columbus de 2008, de 2009. Mais voilà, mais en tout cas, il y a moyen de pouvoir trouver des choses, on le voit bien avec les noms, ils trouvent des très bons faux noms aux coureurs qui sont pas sous licence. Donc allez-y les gars, s'il vous plaît, essayez de mettre des équipes de légende qui nous permettraient de pouvoir, encore une fois, pouvoir développer le jeu et de pouvoir encore trouver plein de concepts de vidéos intéressantes à faire. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas voilà, j'ai essayé je m'étais fait une petite liste de choses que je trouvais bien, des choses que je trouvais moins bien, des choses que je trouvais juste, des choses qui pourraient être améliorées mais qui sont pas forcément, on va dire, les plus urgentes. Donc j'espère que potentiellement Cyanide et les développeurs passeront sur cette vidéo parce que ça me paraît important de pouvoir donner aussi potentiellement des conseils aussi aux développeurs pour que le jeu soit toujours meilleur. On l'a bien vu les dernières années, le fait de se plaindre, le fait de vouloir du changement, on a eu du changement et donc peut-être qu'en continuant comme ça, on continuera d'avoir un jeu de mieux en mieux et finalement pourquoi pas un jour avoir un jeu de sport qui est dans la lignée des autres jeux de sport actuels. Donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à commenter, mais surtout à la partager autour de vous pour que ce soit vu par un maximum de personnes et avoir un maximum de retours pour voir si j'ai oublié des choses, s'il y a des points que vous auriez aimé parler de manière plus précise ou j'ai pu oublier même des petits détails, n'hésitez pas, c'est fait pour ça, pour qu'on puisse essayer de donner nos idées aux développeurs et même juste donner nos idées entre nous pour qu'on puisse débattre. Donc n'hésitez pas, comme je le dis, à mettre vos idées en commentaire et à partager la vidéo autour de vous et la partager sur les réseaux sociaux. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!